Donc, Monsieur Delray, vous êtes donc professeur ici à l'école d'armurerie de Liège, et je voudrais bien que vous me désigniez les différentes pièces que constitue le début de la fabrication d'un fusil de chasse. Alors, le début, bon, on a d'abord ici la bascule, le canon, la longuesse et toutes les autres pièces constituantes, c'est-à-dire la sous-garde, la clé de verrou, le verrou et tout ce qui va composer le système de fermeture. Ensuite, on a tous les systèmes de batterie. Donc ça, c'est tout ce qui est chien, cette pièce-ci, qui va permettre la percussion de l'arme. Le levier, qui va, lui, faire l'armement. Et la gâchette, cette pièce-ci. Tout ça fait partie d'un ensemble, et cet ensemble-là est appelé batterie en général. C'est ce qui va permettre à l'arme de tirer, c'est ce qui va permettre au tireur de faire feu. Voilà un peu toutes les pièces constituant. Là. Et parlez-moi un petit peu du matériau, c'est du fer, qu'est-ce que c'est comme type de métal? Alors, ceci, c'est la bascule, c'est en général de l'acier forgé. Ici, nous, on va réutiliser soit de l'acier en 42 CRMO4 ou du CK45, qui est un acier facilement trouvable ici et trempable. Les canons sont assemblés ici avec les bandes supérieures et aussi inférieures. Donnez-moi un petit peu la provenance, parce que justement il y a un petit problème avec les bascules, etc. Oui, la provenance de ce type d'armes, ça vient de l'AFN. Ce sont des armes qui ont été fabriquées ici jusque dans les années 70, à l'AFN même. Après, ces armes-là ont été fabriquées à l'école par les élèves. Et voilà, ce sont des armes qui sont montées ici dans quasiment l'entièreté. C'est ce qu'on appelle un kit en blanc, ceci. Donc c'est en fait les élèves quand ils rachètent ce type d'armes, ils achètent un ensemble de pièces et lui doit réajuster toutes les pièces internes. Il le fait à la main ou bien il utilise des machines pour... Toutes les pièces sont faites à la main. Ah. Oui. Donc, en fait, il va récupérer des pièces comme ceci, par exemple, qui est le chien. Il va ressortir, il va refabriquer toute cette pièce-ci à la main hors d'un bloc de métal. Il faut savoir que la fabrication d'une arme comme ceci demande une précision qui est de l'ordre de 3 centièmes. Si on éprouve cette arme-ci, donc elle doit passer au banc d'épreuve, cette arme va avoir une pression d'épreuve de l'ordre de 1200 bars. 1200 bars, c'est 1,2 tonne au centimètre carré. Si l'arme n'est pas bien ajustée, si l'ajustage n'a pas été fait correctement, on risque d'avoir une explosion et ce qu'on appelle une disjonction canon-bascule. L'élève ici est considéré comme un armurier ou un ouvrier? Est-ce qu'il y a une différence? Ici, il est considéré comme un armurier. C'est un élève armurier. Par après, quand il sera comme indépendant, là, il aura un statut soit d'ouvrier, soit d'armurier. Il faut savoir que l'armurerie n'est pas reconnue. Ce n'est pas un métier où on a vraiment un statut qui est proprement dit. Tout le monde peut devenir armurier et ouvrir une armurerie. Donc ça pose même parfois certains problèmes de ce côté-là. L'élève, est-ce qu'il
L'élève réalise-t-il l'arme depuis le début jusqu'à la fin ou y a-t-il des élèves spécialisés dans les différentes étapes de la fabrication de l'arme? Ici, on forme des élèves à la marche du fusil, c'est-à-dire que c'est le montage de tout ce qui est pièces internes au niveau du mécanisme. Il y a d'autres opérations dans l'armurerie qu'on n'a pas le temps de faire ici, qui sont le basculage par exemple. Il doit être fait à l'extérieur. Ou alors il faut que l'élève mette une année supplémentaire pour pouvoir réaliser le basculage lui-même. Donc ça prend plus ou moins 2 ans de fabrication. Et alors justement, il y a un problème avec les bascules. Oui. Enfin, Donc là, on a un problème au niveau des bascules. C'est pour ça qu'on se lance dans un projet qui est de fabriquer nous-mêmes les bascules. En collaboration avec Technifutur, on va utiliser toutes les nouvelles technologies qui sont le défonçage et ce qu'on appelle la découpe par fil. Donc là, on a un bloc, donc on achète du métal, donc des blocs en vrac, dire, entre guillemets, et on a un fil qui va passer ici tout autour et qui va faire la découpe, qui va déjà donner la préforme de la bascule. Ceci prend environ 4 heures uniquement pour faire le contour. Alors, on a cette machine-ci, ce type de machine-ci, qui, elle, va faire, je veux dire, 1/3 du travail. Donc, la découpe par fil fait 1/3, ce type de machine-ci va faire un autre tiers, et elle va servir à faire tout ce qui est enfonçage. Donc, c'est une machine qui est une machine par électroérosion. Donc, chaque fois qu'il y a un contact électrique qui se fait entre la machine et le métal, il y a un enlèvement de matière qui se fait. Donc ça, ce sont des projets qu'on a à l'heure actuelle pour vraiment réaliser la bascule de A à Z. C'est la machine qui fait tout, donc il n'y a pas besoin de... Donc ici, par exemple, pour faire la découpe, on va introduire dans le programme des coordonnées, différentes coordonnées, et le fil va passer sur le métal, va créer un champ électrique et va découper le métal. La bascule, elle est déjà sur le fusil, là, ou pas encore? Quand est-ce qu'elle va être mise, la bascule, sur le fusil? La bascule comme ceci, oui. Elle va être mise, c'est la première opération qu'on va faire, c'est une des premières opérations qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va ajuster le canon à la bascule. La bascule, à quoi elle consiste exactement? C'est quoi une bascule? C'est pour mettre le... Alors, la bascule, c'est ce qui va recevoir justement tout le mécanisme interne des pièces. C'est un peu... Voici, ça c'est la bascule. Finie. Et on va ajuster, par exemple, on va peut-être dû mettre ça sur par exemple le chien, ceci, qui va venir s'ajuster ici à l'intérieur. Donc là, on doit réusiner, relimer en fait toutes les parties qui touchent dessus, et on va lui permettre en fait de faire, par exemple ici dans ce cas-ci, on va faire la saillie du percuteur. Donc ça c'est la sortie du percuteur pour pouvoir venir taper sur l'amorce qui, elle, va amener le feu de l'arme. Et ça c'est réalisé par le... Alors ça c'est les élèves qui le réalisent. Donc nous on leur donne ici un modèle de chien, et lui il va reprendre le morceau de métal, il va réajuster le morceau de métal à la bascule, et il va donner toutes les portées qu'il doit y avoir sur la bascule. Je suppose qu'il faut une bascule spécifique pour chaque type de fusil, comme non? Chaque bascule est unique. Ah bon. Chaque bascule sera unique. On ne saurait pas reprendre un chien d'une bascule et le remettre sur un autre par après. Une fois qu'il est ajusté, il est ajusté pour la pièce. Ça devient, je veux dire, entre guillemets, des œuvres d'art.
et des pièces uniques. Et quand la bascule est disposée, on met tous les différents éléments. Et ça, c'est la longuesse. Alors là, on a la longuesse. Justement, ici, on va ajuster les crochets à la bascule, comme ceci. Donc là, il doit y avoir un passage, c'est-à-dire que tout ceci est brut. On va devoir l'ajuster, ajuster les crochets à ce qu'on appelle ici la broche. Donc on va venir le mettre ici dedans. Il doit y avoir un beau son, comme on entend ici, ça va bien claquer. Et ensuite, on va ajuster la longuesse qui va permettre de tenir la bascule à l'arme. Donc ici, dans ce cas-ci, un petit coup dessus. Et l'ensemble tient. Il ne faut pas ici dériver. Enfin, alors par après, justement, on va remettre tout ce qui est verrou de longuesse, la fermeture, donc ça c'est l'ajustage après que les élèves commencent à faire. Ils commencent à faire les batteries, ils commencent à faire le système de sûreté, le système de fermeture et tout ce qui va dessus. Il faut savoir que en général, quand on travaille ici à l'école avec les élèves, ils vont d'abord voir le cours en technologie, ils vont faire le dessin, cours de dessin, et puis seulement ils vont réaliser la pièce à l'atelier. Donc il y a toute une étape qui est bien précise de ce côté-là. Oui, surtout que c'est quand même très cher, tous les différents éléments. Oui, vous savez, donc ici on a plus ou moins une valeur de 3 000 €, donc de l'arme en ce qu'on appelle ici, dans le jargon armurier, une arme en blanc. On n'a pas encore dessus, on n'a pas le bois. On peut acheter un bois peut varier de 500 à 2000 € si c'est des bois de la ronce de noyer où c'est vraiment très spécifique. On n'a pas encore non plus la gravure dessus. Là, c'est suivant les finances de l'élève, suivant ce qu'il veut mettre et intervenir dessus. Ça peut aller de 500 à... peut même aller jusqu'à 25 000 €. Que l'élève devra débourser. Que l'élève devra débourser en plus. Et ça, c'est son choix personnel. Il peut très bien faire un petit liseré dessus, sans plus, qui lui coûtera 500 €. Mais bon, s'il veut avoir alors une personne qui est connue, comme M. Lovenberg par exemple, là, il va devoir, c'est comme un tableau de maître, et la signature est très importante. La signature de l'élève, alors, à ce moment-là. La signature du graveur. Ah, d'accord. La signature du graveur. C'est elle qui va donner une autre valeur encore à l'arme. Donc, l'armurier ici n'est pas un graveur. L'armurier n'est pas un graveur. Ce sont des métiers bien différents, tout comme le montage à bois. Le montage à bois est fait par un monteur à bois. C'est une année supplémentaire, c'est-à-dire que ici, on commence l'école en 4e, qu'on soit universitaire, qu'on soit diplômé avec un bac ou autre, tout le monde recommence en 4e. Parce qu'il y a une technique, il y a de l'ajustage à avoir, il y a une dextérité à acquérir. Ensuite, ils vont en 5e, ils ne commencent pas encore l'arme, ils travaillent sur des armes de l'école, et seulement en 6e, ils vont commencer à créer leur propre arme, ce qu'ils auront choisi. Dans ce cas-ci, c'est un FN, un Manson, et qui devront acheter. Alors, par après, ils mettront ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire eux-mêmes le bois, alors ils feront une 7e année, montage à bois, ils feront leur propre crosse. Vous en avez une ici d'ailleurs, une crosse. Oui. J'ai un morceau qui ne correspond pas à l'arme ici. Est-ce qu'il y a encore des quadrilleurs? Je ne sais pas, je n'ai pas très bien... Alors, le quadrillage, c'est encore encore ça une voulait partie... dire, parce que la photo au musée est très très mal définie, on ne voit pas très bien ce que c'est que le quadrillage. Le quadrillage, c'est ce qui permet à la crosse de ne pas sauter, de ne pas sauter des mains au moment du tir. Ah, c'est ça. Donc en fait, ce sont des stries qu'on va faire dans le bois qui vont justement permettre d'éviter au moment du tir
que l'arme ne glisse, soit ne remonte, soit ne descende. Donc ce n'est pas décoratif. Ce n'est pas décoratif. On peut créer certaines décorations dessus, on peut faire des quadrillages en panier, on peut faire des quadrillages perlés, on peut faire tout style de quadrillage. On a des quadrillages fins, on a des quadrillages gros, donc standard. Ça c'est suivant la valeur de l'arme. Malheureusement, le quadrillage est aussi un domaine, une partie du métier qui est aussi en voie de disparition. Tout comme les reforeurs de canons, aussi, c'est en voie de disparition. Donc quand vous apportez des canons, vous devez encore les garnir, c'est ça qu'on appelle? On doit garnir des canons, dans ce cas-ci, c'est souder les bandes. Souder les bandes inférieures, supérieures, souder les deux canons, donc on reçoit les deux parties du canon qui sont désolidarisées, on va les remettre ensemble, on va les ressouder et on va créer la première partie de l'arme. Il ne sera pas fini, il y aura encore d'autres ajustages et suivant si c'est une carabine express, donc si c'est à balle ou à plomb, il y aura encore d'autres ajustages. Il y aura une cale par exemple pour le balle, une cale de réglage qui va venir ici au bout du canon qui elle va régler la convergence du canon. Et ça c'est pas l'élève qui le fait, il le reçoit comme... Il le reçoit monté, mais tout ce qui sera réglage, il devra le faire. Est-ce qu'on utilise encore, à votre avis, des techniques anciennes, comme on a connu au XVIIe siècle, à la période florissante de l'armurerie à Liège? Alors, nous, on travaille toujours comme il y a 100 ans. C'est-à-dire que l'ajustage que nous faisons, que les élèves font manuellement, c'est toujours la même façon que l'on faisait, que les marcheurs faisaient il y a 100 ans. C'est toujours la même technique. Maintenant, on a un problème au niveau approvisionnement, au niveau des armes, et il n'y a plus vraiment de fabricants d'armes, c'est fini, c'est terminé. Donc nous sommes obligés nous-mêmes d'essayer de pallier au problème de fabrication. Ça c'est un problème assez... comme la fabrication des canons. Ici par exemple, dans ce cas-ci, on va créer nous-mêmes, c'est une première étape, on va créer nous-mêmes ce qu'on appelle une frette sur les armes. Ici dedans, on va venir réapporter un canon dedans, c'est un canon à balles, pour nous-mêmes créer nos propres modèles d'armes. Donc c'est un canon qui va venir en fait s'ajuster ici dessus. L'élève pourra lui choisir le calibre qu'il veut faire et alors il devra lui-même souder le canon dedans. Mais nous ne ferons jamais ici à l'école le canon. Ce sera toujours un canon qui sera acheté à l'extérieur. Et pour le moment, vous l'achetez dans une entreprise liégeoise? On l'achète ici pour le moment dans une entreprise liégeoise. Jusqu'au moment où il n'y en aura plus non plus. Sinon, on en fabrique encore en Italie, on sait encore avoir beaucoup de pièces en Italie. Ça reste, je veux dire, entre guillemets, européen. Mais voilà, ça va venir. Ce sont encore des projets qui sont ici dans l'école qui nous permettront à nous de faire nos propres fabrications, nos propres jeux de pièces et de pallier à tous ces problèmes-là de manque, de pénurie d'ouvriers dans le domaine des armes. Tout en espérant que si on donne goût à certains élèves justement de fabriquer eux-mêmes et de voir les différentes machines, de voir les différentes techniques, commandes numériques, etc., ça amènera peut-être certains élèves aussi à s'installer et à relancer peut-être le domaine de l'armurerie et à promouvoir l'armurerie en tout cas. La commande numérique, justement, maintenant, vous croyez que tout va être robotisé nous, on essaye... Oui, on est obligé quand même de passer par une certaine étape qui est le dessin. Du dessin, on va prendre les ordinateurs, on va créer les plans. Je veux dire, c'est une facilité. Facilité où on est obligé de passer par là, parce qu'on va pouvoir voir tout le jeu, tout le fonctionnement,
voir ce qui est faisable et pas faisable. Et de là, alors, on va lancer certains programmes dans les machines à commande numérique et créer nous-mêmes alors les pièces. C'est déjà, vous avez les logiciels pour faire ce genre de... On a certains logiciels. Ah. Oui. Ici, on travaille sur AutoCAD. On appelle le programme AutoCAD et Autodesk, qui est reconnu par d'autres machines. Et alors, nous sommes en train d'acquérir certaines machines à commande numérique aussi, qui vont aussi créer des prototypes. C'est ce qu'on essaye de voir, c'est ce qu'on essaye de faire. On va recréer des prototypes et on va relancer la fabrication avec ça. C'est une étape obligatoire et toutes les machines à commande numérique seront obligatoires pour nous. Et justement, ce drôle d'engin. Oui, ça c'est une machine qui vient d'arriver, elle est arrivée la semaine passée. C'est une machine 4 axes, donc c'est une commande numérique, une petite commande numérique qui va nous servir justement à faire des prototypes. On ne sait pas travailler l'acier avec, mais on sait travailler l'aluminium et tout ce qui est matière tendre, mais c'est un début pour aller plus loin et pour travailler en collaboration avec Technifutur. On va créer les modèles ici et on les apporte alors à Technifutur pour réaliser les pièces en métal. Oui, l'aluminium, je suis étonnée parce que je crois que c'était du métal toujours. Nous, on utilise uniquement du métal. Maintenant, on arrive avec de l'aluminium qui est quand même assez résistant, où on fabrique des armes en aluminium. Mais là, nous, on restera au traditionnel ici dans l'école. Je ne crois pas qu'il y ait une arme en aluminium qui soit prévue. Plus léger, je suppose. C'est beaucoup plus léger, c'est moins maniable. C'est moins maniable, c'est-à-dire que le choc qu'on reçoit avec une arme beaucoup plus légère est quand même beaucoup plus important qu'une arme qui est un peu plus lourde, dire c'est un peu moins confortable. Parlez-moi un peu de ce fusil que vous allez offrir au tir au clé. Quelle est la spécificité? Pourquoi ce type de fusil? Ce type de fusil-ci, ben, c'est celui qu'on fabrique ici, donc c'est le fusil Hanson Dealey. Comment? Hanson Dealey, donc ce sont les fabricants. De marque qui était une conception de la FN au départ, donc c'est un jeu de pièces au départ FN. C'est un brevet FN alors? C'était un brevet à l'époque, c'était un brevet FN. Et à l'époque, quand vous dites c'était avant les années 70 qu'il était fabriqué. Il faut savoir qu'au départ, on fabriquait plus les fusils juxtaposés. C'est-à-dire? Donc les canons l'un à côté de l'autre. Maintenant, la FN ne fabrique quasiment plus que des canons l'un au-dessus de l'autre. Donc ce sont des superposés. Et quel est l'intérêt d'avoir des canons comme ceci superposés? C'est un peu une question de mode. On est venu par après. On a commencé à créer, c'est M. Browning qui a fait les premiers fusils superposés. C'est par le célèbre fusil B-25. Okay. Voilà, c'était le fusil B-25, à l'époque fabriqué par la FN, qui a un peu... ça a été une mode à l'époque, et les gens ont préféré avoir des fusils superposés que des juxtaposés. Il y a aussi des différences au niveau tir au clé. C'est parfois plus facile avec un superposé qu'un juxtaposé. C'est ce qu'on appelle le swingage au niveau du tir. Donc on va plus vite sur un clé. Il est un peu mieux balancé qu'un juxtaposé. Mais vous préférez le... Moi ici, question beauté de l'arme, moi je préfère le juxtaposé. C'est un peu différent. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, on va... donc M. Coudray qui travaille dessus, qui le monte actuellement, est en train de finir l'arme en blanc. Vous pouvez certainement aller le voir par après. Il monte l'arme en blanc, et cette arme-là sera offerte au tireur, au premier tireur, qui gagnera le concours, le 1er et 2 mai. Et
va la faire ce qu'on appelle en blanc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gravure, il n'y aura rien dessus. Les canons ne seront pas encore reforés. Pourquoi? Parce que chaque tireur a ses propres demandes. Il va pouvoir choisir le chocage qu'il veut, par exemple. Le chocage? Oui, donc le chocage, c'est un rétrécissement qui se fait au bout du canon. Et suivant le type de chasse ou le type de tir, on va devoir avoir un rétrécissement plus important ou un écartement plus large. Donc, si on fait par exemple de la chasse au lapin, ben, on va ouvrir plus fort les chocs. Si on va tirer les pigeons par exemple, ben, il faudra avoir un serrage beaucoup plus important parce qu'on va tirer à plus longue distance. Donc ça c'est le client qui décidera lui-même par après ce qu'il veut. Même chose pour la gravure par exemple. S'il va avoir mettre ses initiales dessus, ben, il pourra mettre ses initiales dessus. Je voudrais vous parler un petit peu des étudiants. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont armurières ou... je ne sais pas comment Trop peu. Mais il y en a. Trop peu. Pas simplement oui, la gravure. Il y en a. Non, pas les fabricants d'armes. Il y en a quelques-unes. Il y en a une qui se trouve pour le moment en 4e. On a plus ou moins une fille sur un cursus. C'est quoi 4e, 5e, 6e. Maintenant, on ne reste pas toujours. C'est quand même assez physique comme métier, c'est assez dur. Et bon, rester derrière un étau pendant 8 heures toute une journée, c'est pas toujours évident. Et la précision qu'on doit avoir et qui est demandée, parfois décourage assez rapidement les étudiants. Oui. Quand on a terminé un fusil, est-ce qu'il y a comme entre guillemets, un rituel, un baptême après, enfin... Bon, ça c'est plus alors le vendeur d'armes, c'est-à-dire qu'il faut distinguer l'armurier du vendeur. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que l'armurier qui vend l'arme au client, il va passer commande au fabricant. Il y a plus un rituel alors au vendeur qui lui, ben, ils vont boire un verre le jour où ils vont conclure le contrat. Et alors c'est un beau moment. Mais l'armurier ne peut pas vendre d'armes? Si, l'armurier peut vendre des armes. Et il a aussi donc Il y a aussi, oui, pas vraiment de rituel bien spécifique. Ce sera plus le vendeur qui aura je veux dire, la chance de pouvoir faire ça. On a parfois, à l'époque, il fallait bien distinguer le vendeur d'armes et l'armurier. C'est-à-dire qu'on avait ici dans la région beaucoup de petits armuriers. Celui qui était fabricant et celui qui était demandeur prenait des commandes parfois de l'étranger, donc celui qui allait à l'étranger, en France, en Espagne, etc., et qui prenait les commandes. Des commandes, il allait chez tous les petits fabricants. Il disait, voilà, bon, il y avait un gars qui ne faisait que les canons. Il allait commander tel canon qu'il voulait. Ensuite, il prenait le canon et il allait déposer le canon au fabricant, au basculeur. Et ainsi de suite. Et l'arme tournait parfois, parfois une bonne centaine de fois, chez chaque fabricant et chaque domaine bien précis. Ce qui, ça, malheureusement, n'existe plus à l'heure actuelle. Donc on est obligé de former des élèves qui vont devoir quasiment faire toute la fabrication eux-mêmes. Et ils peuvent la vendre aussi. Ils pourront la vendre aussi. Alors là, c'est l'autre côté, c'est-à-dire que justement, eux vont devenir la personne qui va démarcher aussi bien à l'étranger, il va démarcher lui-même et il va fabriquer lui-même l'arme. Est-ce que vous organisez ou bien est-ce que vous participez à des foires commerciales où vous vendez votre production? Nous, à l'école, on ne vend rien. Mais on vend à l'école. Et on participe effectivement à certaines foires comme l'IWA en Allemagne, qui est une des plus grosses foires d'Europe.
Et alors j'ai des collègues qui vont en France, qui vont montrer le savoir-faire de l'école à l'étranger. Il faut savoir qu'ici on a plus ou moins 80% français. C'est une école qui est internationale. On a des Américains, on a des Russes, il y a eu des Chinois. C'est vraiment international. C'est une école qui est unique au monde. Pourquoi? Parce qu'on a justement ce côté où on fabrique toujours, comme il y a 100 ans, manuellement, et on fait toujours l'ajustage comme il y a 100 ans. Donc ça, c'est spécifique à notre école, et c'est unique. Et à plus de solidité, quel est l'intérêt, je veux dire, de continuer toujours comme... Alors l'intérêt, bon, il est surtout dans le fait que si on a un élève qui se retrouve sur le marché de l'emploi et qui doit réparer une arme, il sera capable de refaire lui-même la pièce manquante. Il n'aura pas besoin d'attendre un fournisseur. Le client pourra, ce sont des clients qui sont assez exigeants, il pourra refaire l'arme le matin et la relivrer au client le soir qui, en général, l'arme tombe en panne le week-end et c'est justement le week-end de chasse qu'on doit l'utiliser. Donc ça c'est la spécificité des élèves ici, ils sont autonomes à quasiment tout. Il faut savoir qu'on fabrique nous-mêmes nos ressorts aussi. Comment? On fabrique nous-mêmes nos ressorts. Donc là, le petit ressort comme on voit, par exemple ceci, nous le fabriquons nous-mêmes aussi. Donc on a des professeurs qui ont été faire des formations, qui ont ramené le savoir-faire de personnes ici. Et le ressort, ça sert à quoi? Alors le ressort, c'est ce qui va permettre la percussion du chien, par exemple. Ah, oui. Donc on va avoir ceci, c'est un ressort qui va se mettre ici dessus. C'est ce qui va faire la force de percussion de l'arme. C'est ce qui va permettre le tir. Ceci, bon, à l'époque, on fabriquait, les armuriers les fabriquaient eux-mêmes. Ça s'était perdu. Monsieur Lapierre est allé faire une formation ici à l'Arsenal de Recours, où il restait un dernier fabricant de ressorts. Il est revenu avec cette technique-là. Et maintenant, il a introduit ça dans ses cours, et les élèves fabriquent eux-mêmes leurs ressorts. Donc ça, c'est quelque chose qui revient. Donc on essaye de revenir un peu aux sources de ce qui était fait avant, ici dans la région. Et aussi, ce ressort-là, c'est spécifique pour chaque type de fusil, ou bien c'est tous les mêmes? Dans le cadre de l'Anson, c'est bien spécifique à l'Anson. Mais chaque arme a ses propres ressorts. Chaque arme, on a des ressorts à boudin comme ceci par exemple. Voilà un modèle et voilà un autre modèle. Ah oui, ça c'est totalement Donc c'est tout à fait différent. Mais bon, ici, avec les techniques qu'on donne à l'élève, s'il a le matériel, il sera capable, le jour où l'arme tombe en panne, il sera capable de faire un ressort comme ceci ou un ressort comme ça. Ou alors un plat. Donc ça, c'est en plus. Et les fusils qui sont réalisés ici, ils ont une marque de l'école? Oui, donc il y a un poinçon d'épreuve, il y a un poinçon de l'école. Donc celui-ci n'a pas encore, puisqu'il n'a le poinçon que quand il va passer l'épreuve. C'est le poinçon de l'école. C'est un peu à... je veux dire, c'est la ville qui offre l'épreuve de l'arme. On fait des jours à la ville, on fait toujours au même endroit? Oui, on fait toujours l'épreuve ici, rue Fondétable. Et on offre l'épreuve aux élèves, en fait. C'est la ville qui C'est la ville qui offre. Normalement, ça coûte combien à se faire? Il faut compter, je crois que c'est 30 ou 40 euros, ces eaux-là. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un fusil explose Oui. au moment? Oui, oui. C'est déjà arrivé. Ici, dernièrement, on a eu un élève qui a... son arme ne passait pas l'épreuve parce que le reforage du canon était hors norme, par exemple. Ah oui. Donc
Donc là, automatiquement, c'est ce qu'on appelle un rebut d'épreuve. Là, il faut racheter des canons, il faut réajuster les canons et il faut les remettre dessus. Une paire de canons comme ceci, donc sans être basculé, sans rien faire, il faut compter presque 1200 €. Donc c'est quand même, ça fait mal pour l'élève. Oui. Est-ce que vous utilisez encore des mots wallons pour désigner des étapes ou des outils? Ça dépend des professeurs. Il y a des professeurs qui ont encore l'habitude de parler aux élèves en wallon. Non, c'est un peu difficile ici à l'école parce qu'on a beaucoup d'élèves français. Donc voilà, ça c'est pas un peu compliqué pour eux de comprendre. Est-ce qu'il y a une devise? Est-ce que vous avez une devise? Ou un chant, je ne sais pas, les armuriers? Non, il n'y a pas spécialement. Il faudrait peut-être demander aux élèves. Ils ont certainement des chants un peu à eux. Mais je veux dire, il n'y a pas ici les. Non, il n'y a pas un chant bien précis. Disons que ça reste assez. L'école reste assez quand même confidentielle. C'est assez. Je veux dire, c'est une école familiale. Même entre collègues, on s'entend très bien. Il faut qu'on soit un peu les deuxièmes parents des élèves parce qu'ils sont parfois à plus de 1000 km de chez eux. On sert d'intermédiaire, mais il faut qu'on soit là aussi présent quand les élèves ont des soucis. Ça reste assez familial et assez bon enfant. Est-ce que vous avez une limite d'inscription? Il n'y a pas de limite d'inscription. Ce qui nous pose un problème à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on a même trop d'élèves. On n'a jamais assez d'élèves, mais il n'y a plus assez de place dans les ateliers. C'est pour ça qu'on est en train d'essayer de recréer ici tout un département pour un peu soulager justement les ateliers armurerie en général. On a une augmentation de plus ou moins 30 à 40 élèves en plus par rapport à il y a 7-8 ans. Il y a un engouement du domaine armurier. Est-ce dû au jeu peut-être, à la télévision, je ne sais pas, mais il y a vraiment un engouement pour le domaine armurier, ce qui est. La marche? Non, Oui, d'abord le basculage. Ce n'est pas vraiment l'étau d'armurier comme on faisait avant. L'étau d'armurier, c'est celui qui est à pied, c'est celui qui sont de côté. Celle-ci a été durcie en antimoine pour pouvoir être bien résistant. Comment? J'ai mis des particules. Non, particules d'antimoine que j'ai récupérées. Une partie. Je vais prendre donc quelques L'outillage. C'est le régler. C'est ce qui va permettre de voir la planicité. Mais il va vous expliquer tout ça. C'est son outillage. Je vais peut-être par contre chercher d'autres lignes, parce qu'ici je n'ai pas toutes les lignes pour montrer exactement quelles sont les lignes nécessaires. Par contre, une grosse joindresse, c'est une question. D'accord? Je reviens à la Et la pièce, et ça va permettre de l'écraser et alors de passer l'outil ici entre.
ici, il va passer ici dedans. Et il a une forme courbée pour lui permettre d'écraser le ressort. Comme ceci. Il va être poussé, évidemment, il faut les pièces dedans. Il va être poussé dedans. Non, j'ai été obligé de retourner à côté, sinon pas très réussi. En fait, les crans de vis de l'armurerie sont vraiment droites. Et contrairement aux vis du commerce qui sont, elles, en pente. Et donc, en général, les vis d'armurerie sont gravées. Donc, il ne faut pas abîmer les vis. Donc, on est obligé d'avoir un tournevis bien régulier, avec les bords bien parallèles, pour ne pas abîmer, on va dire, les vis lors du démontage. Donc, les élèves réalisent aussi leurs propres fraises. Pour tout ce qui est logement de vis, par exemple ici, à l'intérieur, ce logement a été réalisé donc, grâce à une fraise que l'élève a réalisé lui-même. Il a fait lui-même les traitements thermiques, donc il a réalisé la trempe et le revenu, pour que l'acier soit résistant, coupe bien et ne se casse pas. Donc il réalise tout ça à la flamme, avec simplement un chalumeau. Donc il porte la pièce au rouge, il la refroidit brutalement dans l'eau. Ensuite, il doit polir cette pièce, il doit la réchauffer une seconde fois, et cette fois, elle doit obtenir une couleur jaune paille. Et dès qu'elle est jaune, il la refroidit encore une fois brutalement. Et donc là, elle est résistante et coupante, bien sûr. Donc la première chose à faire lorsque l'on a notre bascule ou notre canon, c'est donc réaliser ce qu'on appelle le basculage. Vérifier donc si notre canon porte bien sur la bascule et si les différentes portées, comme par exemple ici, donc nous avons la face recul et nous avons notre portée de broche, doit être parfaite. On doit avoir donc une portée régulière, et cette portée, on la vérifie au noir de fumée. Donc je vais allumer ma petite lampe à pétrole. Je vais passer mon canon au-dessus pour obtenir donc du noir de fumée partout sur ma face tonnerre. Je vais en placer aussi sur la broche, au niveau de la broche. Et sur ma face recul. Voilà. Je le porte ici sur la bascule. Je viens frapper et je vérifie donc mes portées. Je vois pour l'instant donc qu'il porte principalement ici, là, là et ici. Je dois donc relimer sur mes portées afin de les faire redescendre jusqu'à ce que mon arme porte et que j'ai simplement une marque blanche partout sur le niveau donc de mon canon. Je regarde, je vois en effet qu'il porte parfaitement au niveau de la broche, et si je regarde au niveau de ma face recul, il porte aussi tout en bas, ce qui signifie que la portée est bonne. On remarque donc que les portées s'agrandissent. J'ai donc un petit peu plus de portée que tout à l'heure. Je vais continuer donc à limer sur ces portées pour les faire redescendre. Et ensuite, je recommence. Bon, je vais monter dessus.
Je monte donc en premier mes chiens. C'est le bon axe. Celui-ci, je vais me servir donc de l'outil qu'on vous a montré tout à l'heure qui a été réalisé donc par un élève. Très joli. Il n'y avait pas un deuxième tout à l'heure? Il me manque quelque chose. Vous allez voir la force sur le plan qui est assez importante. Il faut avoir cette constante, justement, une bonne percussion sur l'arme. Non, je le mets au niveau des coquilles parce que j'ai déjà eu un souci avec l'emplacement des leviers armeurs. Et là, j'ai encore un souci d'ailleurs. Oui. Donc là, j'étais en train de placer donc, le levier d'armement. Le levier aussi à l'éjection. C'est-à-dire que lorsque mon chien a avancé, il se place à une certaine position et en ouvrant mon arme, il va venir en contact ici avec ce qu'on appelle un chien d'éjection. Le chien d'éjection va taper dans mon tire-cartouche et il va taper donc à l'arrière sur mes tire-cartouches ici. Les tire-cartouches vont donc être violemment poussés en arrière, mes cartouches vont éjecter. Donc là, c'est vraiment la batterie, hein, tout le système donc, pour pouvoir tirer. Levé d'armement, donc gâchette comme je disais tout à l'heure, le chien, et enfin notre détente. Donc là, j'ai placé la sous-garde, donc là, c'est en condition, comme si la crosse était donc placée dessus. Donc voilà.